possible, c'est plutôt que ce soit la Je vais faire la petite intro en attendant, il arrive dans une seconde. Alors bonjour déjà, merci d'être présent pour ce nouveau dîner bavard. Aujourd'hui on vous propose d'aborder le passionnant sujet de la cueillette sauvage, à la fois la pratique elle-même et notamment avec JB et Morgan, et évidemment son lien avec la cuisine, pratique qui nous réunit tous ici, avec en particulier Tom. Donc la cueillette sauvage, c'est une pratique ancestrale aussi vieille que notre présence sur cette planète. Pourtant, depuis un moment déjà, elle est largement sortie de nos mœurs, de nos habitudes. Elle subsiste souvent, enfin moi c'était mon cas, un peu par tradition familiale, au même titre que la pêche ou la chasse. Les explications de ce recul sont multiples, évidemment. Depuis bien longtemps, le développement de l'agriculture fait qu'on n'a pas forcément eu besoin d'aller cueillir pour se nourrir. L'urbanisation plus récemment et plus largement l'évolution de nos modes de vie. Peu présents dans notre cuisine à la fois bourgeoise et populaire, les plantes sauvages ont récemment fait une percée il y a quelques décennies dans le monde de la haute gastronomie avec des chefs comme Marc Vera évidemment. Ces dernières années, le mouvement semble prendre de l'ampleur et se démocratiser, autant chez les cuisiniers professionnels que chez les amateurs. La pratique tend même à s'étendre au-delà des massifs où elle était pratiquée traditionnellement. En témoigne le choix du syndicat des producteurs de plantes aromatiques et médicinales simples de s'ouvrir aux producteurs de plaine. Si Non, pas de souci. Non, non, pas de problème. Si beaucoup de choses ont été explorées, il semble que cette pratique ouvre aux cuisiniers et aux cuisinières une sorte de nouvelle frontière dans la créativité et à nous toutes et nous tous un large champ des possibles à la fois gustatif, nutritif et médicinal. C'est ce que nous allons tenter d'explorer avec Jean-Baptiste, Morgane et Tom ce soir, et puis après le dîner concocté par Tom, Gaëtan, Valentin et Julie. Donc on va attendre Tom pour le coup pour la prochaine étape où je vais demander à Jean-Baptiste et Morgane de se présenter déjà dans un premier temps. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Morgane Perrault, je suis animatrice nature et auteure également. Je travaille sur divers sujets, notamment la botanique, donc je propose des stages de cuisine sauvage, des ateliers pour apprendre à reconnaître les plantes sur le terrain et aussi diverses activités voilà, sur la nature. Donc découverte des insectes aussi, des arbres, plein de choses. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous. Donc je suis Jean-Baptiste Coquelard, je suis pharmacien, pharmacien d'officine, installé dans le nord de la France. Donc je suis natif du nord, installé dans le nord de la France, et plutôt dans le sud du nord, à Le Cateau-Cambrésis, la ville natale d'Henri Matisse. J'aime bien le préciser quand même parce qu'on n'arrive pas trop à situer Le Cateau, mais Matisse plus au niveau artiste peintre. Et voilà, depuis 13 ans, depuis l'année de mon installation en 2009, j'accompagne un public large, c'est-à-dire plus petit ou plus grand, de tous horizons, en cueillette. Donc j'ai organisé les premières cueillettes, les premières journées mycologiques en 2009. Et depuis, ça n'arrête pas, je continue la tradition. Et j'ai emmené assez tôt, donc depuis 2011, des chefs de cuisine en cueillette. Donc je ne vends pas de plantes, je ne fais que du conseil, si vous voulez. Hein, je fais du conseil sur le terrain, dans les forêts de cœur. C'est une expression que je me suis appropriée, mais bon, finalement, elle est un peu à tout le monde. On a tous en soi une forêt de cœur, comme on dit, une forêt de famille, de souvenirs d'enfance, etc. On peut la trouver, du moins, assez facilement, une forêt d'attachement. Et on va sur le terrain et on essaye d'explorer un peu les richesses. Souvent, et je vais peut-être me calmer aussi parce que sinon je vais te répondre à toutes les questions. Donc voilà, j'accompagne en fait et j'essaye d'être et j'apprends aussi. C'est un échange en fait. Hein, avant tout, c'est l'intérêt de ces balades botaniques et mycologiques, c'est des échanges mutuels. Voilà. Peut-être préciser mycologie, c'est les champignons. Ouais, mycologie, bon les champignons, mycose. Oui. C'est moins en haut. Bonjour à tous, merci d'être présents, aussi nombreux ce soir. Tom Truy-Courty, chef du restaurant L'Auberge Monceau à Saint-Omer-en-Chaussée en Picardie. Voilà, je suis chef de cuisine, donc cuisinier. Je fais de la cueillette. Je vais être un peu le mauvais élève peut-être de cette session parce que je fais de la cueillette juste par des connaissances, des bouquins, des gens, des rencontres. Et
je fais de la cueillette de manière instinctive, on va dire aussi. Je goûte, même si faut faire attention à ce qu'on goûte. Mais j'utilise en fait les plantes sauvages. Enfin, je fais de la cueillette de plantes sauvages, de champignons. Et j'utilise ces plantes sauvages de manière à épicer mes plats. Pour moi, j'utilise pas énormément d'épices dans ma cuisine. Pour moi, les plantes sauvages sont un peu une valeur ajoutée à l'assiette. Et voilà. Super. Du coup, la première question, c'est je vais vous demander à tous les trois de me raconter comment vous êtes arrivés à la cueillette sauvage. Allez-y. Hein. Comment vous êtes arrivé à la cueillette sauvage et comment vous avez appris. Parce qu'il faut apprendre, on ne peut pas tout faire à l'instinct. Du coup, il faut apprendre un peu et par qui vous avez appris et comment. Tiens, Morgane, je te laisse commencer. Donc moi en fait j'ai toujours été passionnée on va dire par les choses de la nature et surtout les insectes. Hein. J'ai commencé donc avec l'entomologie et les plantes et les insectes n'allant pas les uns sans les autres et vice versa, forcément je me commençais à m'intéresser aussi aux plantes et à leurs multiples propriétés et vertus, parce que quand on se rend compte qu'on peut manger des plantes, les cuisiner, mais aussi qu'elles peuvent nous servir à nous soigner de façon parfois assez simple, c'est quand même hyper intéressant. Et donc moi j'ai un parcours qui est très autodidacte, mais je me suis également donc formée avec des références comme François Couplan, qui est un ethnobotaniste assez reconnu. J'ai fait des stages aussi avec Gérard Dussert, et puis après des services civiques dans des associations, donc plein de choses qui m'ont, on va dire, donné un côté un plus scientifique pour aller vers, on va dire, l'identification de terrain plutôt strict, parce que c'est quand même nécessaire. Et donc voilà, aujourd'hui j'essaie de faire partager cette passion, l'intérêt aussi de la cueillette et voir comment on peut l'intégrer à notre quotidien de manière assez simple. Et on va en parler après peut-être aussi de manière à une échelle plus large. Je pense qu'on aurait tout à y gagner si c'est fait de façon à ce que l'environnement soit respecté aussi. Voilà. Alors, le déclencheur. Bon, on va pas rentrer dans le détail familial. Je suis petit-fils d'agriculteur, c'est peut-être pas forcément ça, c'est pas la référence. Je pense que la référence a été peut-être le scoutisme, mais je pense que les grosses étincelles, c'est en seconde. Un prof de SVT, c'est souvent les profs qui sont déterminants. Et un mentor qui nous a proposé de faire un herbier. Donc c'était un gros challenge parce que là, l'herbier, donc il fallait avoir une rigueur. Il y avait le latin, vous connaissez certainement, vous avez déjà dû faire. Donc il fallait la classification, il fallait aller sur le terrain, donc c'était la première fois. Et puis en seconde, et puis post-bac, c'est l'arrivée en fac de pharma de Lille et les rencontres fondatrices. L'étayage, c'est avec les profs de botanique, mon prof de botanique Frédéric Dupont, qui est, ils sont passionnés, mais donc c'est vraiment des transmetteurs d'énergie et des bonnes sources d'informations. Et puis en mycologie, c'est professeur Régis Courtecuisse, qui est une sommité. C'est vrai que c'est plus un terme botanique, mais bon, c'est en mycologie. Donc c'est une sommité dans son domaine. Mais ce qui rassemble les deux, c'était l'humilité de ces deux personnages transmetteurs et qui m'ont fait aller plus loin et croire aussi en la possibilité de transmettre un message humaniste. Je suis pas du tout perché, au contraire, j'ai bien les pieds sur terre, comme j'aime le dire. Et grâce à eux, j'ai pu développer. Donc j'ai passé mon diplôme d'un DU de mycologie en 2013 et j'avais fait une formation, donc un DU d'ethnopharmacologie et d'ethnobotanique à Metz avec Jean-Marie Pelt. Et je suis formateur aussi pour les DU d'ethnobotanique à Lille. Donc ça, c'est intéressant aussi si vous voulez aller au-delà au-delà des livres et tout ça. On peut aussi se former, c'est ouvert à tous. C'est vraiment un diplôme assez large. Et j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain aux États-Unis. Donc je suis revenu très vite parce que visiblement, je voulais étudier en fait les plantes médicinales des Indiens. Mais quand je suis arrivé là-bas, les Indiens, ils étaient un petit peu en dépression. Mais malheureusement, ils ont été un peu atomisés, et le mot est faible. Mais je suis revenu quand même à un beau papier. Voilà, donc, mais je suis revenu après aux sources, et là maintenant je travaille beaucoup dans la région Hauts-de-France. Je vais sur le terrain dans la région Hauts-de-France, mais ça ne m'empêche pas d'aller là j'étais en Bretagne, je vais en Alsace aussi, je suis
je suis assez ouvert d'esprit. Et donc, toujours, encore une fois, dans les forêts de cœur des copains. Et voilà. Je suis trop. Peux-tu me dire si je suis trop? Du coup, j'ai perdu la question. Moi. La question, c'est comment? Ok, d'accord. Pourquoi j'en suis venu à ça? Ouais, c'est ça. Ouais. À part des rencontres, tout d'abord, j'ai travaillé avec des chefs comme Florent Laden, des rencontres aussi avec JB, qui ont fait que, en fait, on travaillait donc en locavore, et c'est ce que je travaille toujours actuellement en circuit court, et donc il fallait aussi trouver une fonction, enfin je veux dire pas une fonction, mais il fallait aussi trouver des épices locales, et il fallait donc aller se rapprocher de la nature et aller en cueillette. Et c'est comme ça que tout a commencé. Après des rencontres, mon associé Valentin, qui n'est pas là derrière moi, mais qui est venu aujourd'hui, m'a initié aussi d'abord à la cueillette de champignons, et ensuite, voilà, de fil en aiguille, on fait de la cueillette maintenant pour le restaurant et pour l'auberge, pour assaisonner nos plats. Du coup, est-ce que Jean-Baptiste, tu peux nous rappeler un peu la définition de la cueillette sauvage et puis les grands principes, s'il te plaît? Donc la cueillette sauvage, c'est quoi? C'est en fait, c'est un sourcing. C'est un terme un peu anglo-saxon. C'est un sourcing. Pour moi, c'est un retour à la source du produit. Et surtout une reconnexion à son environnement naturel sauvage. Vous savez très bien, on a souvent plutôt mis l'accent sur des centres commerciaux bondés mais déshumanisés, et on a mis de côté tous nos espaces naturels qui sont accessibles et gratuits. C'est un enrichissement personnel, humain, et effectivement quand tu croises, tu croises des personnes, des chefs de cuisine qui sont curieux, et ben voilà, c'est des balades qui sont inspiratrices, inspirantes, respirantes et transpirantes, parce que des fois il y a du dénivelé. Et on voit un peu la richesse de notre environnement sans aller chercher. Et j'adore, et c'est parce que je l'aurais peut-être dit, mais peut-être un peu tardivement, mais ce que tu dis, c'est que la cueillette sauvage doit être un exhausteur ou un condiment. Comme je dis, le champignon, c'est un condiment. Ça accompagne un plat principal. Je ne veux pas manger du champignon. Je ne suis pas très peu amateur de grosses tablées plâtrées de champignons. Ça se digère très mal, le champignon. Pour certains, c'est même impossible de le digérer. Donc, il faut vraiment apporter en quantité, mais surtout utiliser un terroir si on l'accueillit pas loin. Donc c'est surtout une mise en avant de son patrimoine naturel, environnemental. Et c'est vachement important pour un chef. Le sourcing, il va sur l'environnement naturel sauvage, mais également sur l'origine des viandes, sur l'origine des produits général, son maraîcher, son vin pétillant alcoolisé, voilà, ou ses boissons, ses jus, d'avoir des visages et surtout avoir une forme de transparence sur l'origine des produits. Et c'est très bien de le dire, c'est un condiment, comme la petite fleur qui finit, mais au moins la petite fleur a un sens. Oui, elle a un gros sens. Et c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on met comme petite fleur qui a un sens. Voilà. Vous allez voir ce soir peut-être. Morgane, est-ce que toi tu peux nous rappeler aussi, dans la pratique, on parlait des dangers un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on veut se former à la cueillette, et quels sont les écueils à ne pas commettre quand on va cueillir pour la première fois? Alors, la cueillette, c'est accessible à tous. Première chose à savoir, même aux enfants qui savent très bien reconnaître les plantes, même plus vite que les autres parfois dans les groupes. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à la dimension de danger qu'il peut y avoir. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer les plantes, que ce soit dans le cadre de la cueillette pour l'alimentation, comme dans, on va dire, les plantes médicinales, où on va dire, bon, c'est des tisanes, ça c'est des remèdes de grand-mère. Ouais, ben non, pas forcément. Il faut faire quand même attention, parce que c'est vrai qu'il y a des plantes qui peuvent être toxiques. On n'a pas beaucoup chez nous dans notre flore de plantes qui sont toxiques au point d'être mortelles par l'ingestion de faibles doses, mais il y en a quand même, donc il faut faire attention. On ne peut pas se lancer comme ça sans savoir. Il y a des choses qui sont très simples à utiliser, des plantes qu'on connaît depuis tout petit parce qu'on les a tous vues et auxquelles on ne pense pas forcément, comme la pâquerette, le pissenlit, le plantain. Je pense que c'est des plantes vers lesquelles il faut se tourner d'abord quand on veut commencer par la cueillette. On ne va pas aller chercher des choses trop compliquées
parlant tout de suite de la carotte sauvage ou de choses. Carotte sauvage, c'est la famille des Apiacées. C'est une famille botanique qui est un peu compliquée au début, dans laquelle il va y avoir des plantes très toxiques comme les ciguës, par exemple. Voilà, donc précaution à prendre. Donc il faut y aller petit à petit, je pense, en faisant attention à, à ce qu'on sait, se former. Je pense que se former, c'est quand même important si on veut faire ça au quotidien et puis pour aller plus loin aussi dans des techniques, on va dire un peu médicinales, parce qu'il y a pas mal de choses sur Internet qui traînent et qui sont pas super. Si vous voulez faire un macérat huileux, c'est facile à faire, plus ou moins. Oui, mais non. En fait, voilà, il y a des recettes sur Internet qui vont pas forcément être super. Donc, voilà, je pense que c'est bien, effectivement, de se former avec des professionnels, d'y aller petit à petit, et puis de manière progressive en étant dehors. De toute façon, ça vient aussi avec la pratique, hein, le fait de savoir reconnaître les plantes. Voilà, quand vous commencez petit à petit, ça va venir. Et donc oui, ne pas sous-estimer effectivement le danger alors pour soi. Et puis il y a aussi des pratiques, on va dire, il va falloir respecter aussi l'environnement quand on fait de la cueillette, parce qu'aujourd'hui on est nombreux. Donc il faut faire attention, voilà, à ne pas piller l'environnement, donc ne pas faire des cueillettes n'importe comment. Il y a des plantes communes qu'on peut tout à fait cueillir sans avoir, on va dire, trop peur, comme l'ortie, et encore qu'il y a beaucoup par exemple, d'insectes qui utilisent l'ortie. Chez nous, on a une trentaine d'espèces de papillons différents qui vont pondre leurs œufs sur l'ortie, par exemple. Donc comme ils en ont besoin, on ne va pas raser un bosquet. C'est du caviar de papillon. Ouais, c'est ça. On va pas raser un bosquet pour faire donc un pesto. Voilà, on va étaler un petit peu sa cueillette. De manière générale, on essaie de faire attention. On ne prélève pas plus d'un tiers d'une même plante. Voilà, et puis dans des milieux un peu plus sensibles, en montagne ou les milieux humides, je dirais encore pire. Bon, il faut faire attention. Toujours regarder que la plante soit en suffisance. Donc voilà, pour se lancer dans la cueillette, je pense qu'il faut voilà, faire attention, encore une fois, pas sous-estimer les plantes, les dangers, faire attention à soi et aussi à son environnement. C'est quelque chose de très conscient, d'où le fait qu'effectivement on se rapproche de l'environnement et parfois aussi de soi-même. C'est très intéressant comme pratique. Il faut y aller sereinement, petit à petit, en prenant conscience des dangers. Si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas. Oui. Et c'est vrai qu'avant tout, moi, par ma formation de pharmacien, j'ai appris les toxiques. Donc c'est vrai que c'est tout de suite, on nous intéresse. Je n'ai pas fait d'école de cuisine, quoique je ne sais pas si dans les écoles hôtelières, même les plus réputées du monde, si on fait je sais pas s'il y a je pense qu'il y a des chefs, il y a quelques chefs ici, si vous avez eu des approches culinaires sur le sauvage, sur les plantes, l'origine des plantes, sur l'origine et sur les champignons notamment, à part étaler quelques espèces emblématiques, mais en tout cas, moi, je suis passé par les toxiques, donc ça m'aide bien, dans le sens que je repère très facilement les toxicités. Et après, je veux dire, le petit bonus, c'est le côté éventuellement gustativement intéressant. Mais la barrière entre le gustatif et le médicinal, des fois, c'est tangent, hein, parce qu'une plante médicinale est souvent comestible, parce que si on la met en infusion, on peut la consommer. Bon, voilà. Donc, il faut faire très attention. Vous savez que la dose, c'est le poison. Hein, c'est la quantité et la qualité, bien sûr, du prélèvement. On y reviendra sur le lieu de cueillette, sur la propreté, entre guillemets, l'hygiène, la santé publique. Ça, c'est le cœur du problème aujourd'hui. Non, mais tu peux y aller. Hein. Ouais, du sauvage, parce que vous savez très bien que le champignon, on peut parler du champignon, mais on peut l'extrapoler avec les plantes. Mais le lieu de cueillette, il est fondamental. Même si c'est votre forêt de cœur, la forêt de papilles, le machin et tout, c'est super, elle est magnifique. Mais si elle est contaminée, si les sols sont contaminés, le champignon, c'est un absorbotrophe, c'est une éponge, il capte tout. Hein. Il est génial parce que c'est peut-être l'avenir c'est peut-être lui qui va sauver le monde, parce qu'il va détoxifier des terrains hyper pollués, notamment radioactivité, métaux lourds, pesticides. Mais si vous le consommez, ben forcément, il y a des espèces emblématiques. Hein. Le lac Aramétis, c'est le petit champignon violet, pour ceux qui connaissent, qui est fantastique. Mais lui, c'est une pompe. Hein. Une pompe à pesticides, etc. Donc c'est la quantité qu'il faudra limiter. Le bolet B, notamment, qui est un bioindicateur. Le césium 137, il capte le césium 137, hein, qui est responsable, qui est radioactif évidemment, donc qui est marqueur de radioactivité. Donc il faut faire très attention au cueil, et c'est surtout en petite quantité. Encore une fois, je préfère avec un pied de cèpe, un cèpe de Bordeaux, la mandoline. Je ne maîtrise pas la mandoline, hein, mais bien la mandoline, et puis voilà, juste goûter que de faire une plâtrée de cèpe. Voilà, on peut faire avec un pied de cèpe, on peut faire 10 assiettes. Hein, et au moins, on a fait rêver les gens parce qu'il y a une délicatesse dans la dégustation. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire. On va... la vision mythologique qui change tout.
Non, vas-y, regarde-le. Tu parlais de l'environnement tout à l'heure, de l'impact environnemental. Comment c'est cadré, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels? Qu'est-ce qu'on a le droit de cueillir ou de pas cueillir en termes de quantité et dans un restaurant, en plus de l'aspect environnemental, l'aspect comment c'est encadré, comment on sait qu'en fait ce que Tom va mettre dans son assiette, c'est sûr. Bah alors, Comment ça c'est encadré? Eh ben, la difficulté, c'est que ça ne l'est quasiment pas. En fait, hein. Ça va être, ce qui va être encadré, ça va être certaines plantes, on va dire, emblématiques, justement, notamment en montagne. Encore une fois, ça va être des plantes comme les génépis, par exemple, où il y a des cueillettes effectivement qui sont réglementées. Il y a même une espèce, je crois qu'il y a le génépi noir, si je ne me trompe pas, on ne peut pas la cueillir, elle est protégée, mais il y a très peu de plantes protégées, comme il y a très peu d'animaux protégés aussi, c'est assez terrible. C'est vrai qu'il n'y a pas assez je pense, d'inventaire de listes rouges qui sont faites ou remises à jour pour qu'on protège les espèces. Et donc chez les plantes, c'est la même chose. Donc il va y avoir d'encadrement beaucoup sur les plantes emblématiques de montagne. Alors j'ai cité les génépis, mais il va y avoir l'arnica, je suppose évidemment la gentiane aussi. Des plantes sur lesquelles on sait que y a une cueillette qui est faite de manière régulière, ancestrale, peut-être pour qu'on les utilise aussi pour des produits pharmaceutiques justement, et donc il y a une réglementation pour ne pas qu'elles disparaissent de l'environnement, parce qu'elles se trouvent aussi peut-être dans des milieux protégés, des massifs montagnards qui sont des environnements assez riches et sensibles à la fois. Et sinon, j'ai envie de dire pour le reste des plantes, c'est quand même, alors par région, il va y avoir des plantes protégées par-ci par-là, mais c'est souvent pas spécialement, j'ai remarqué, des plantes qu'on va aller cueillir, pas spécialement des plantes qui sont intéressantes. Après, il y a des plantes, je pense, ça vaudrait le coup de se pencher dessus. Je pense à l'ail des ours, qui est très populaire aujourd'hui, donc très cueilli. Globalement, quel est l'impact environnemental de ces cueillettes? On ne le sait pas. Et justement, je crois qu'il y avait eu une étude qui avait été menée avec un conservatoire de botanique, encore une fois, dans les milieux montagnards, et qui révélait le fait que la cueillette, on ne connaît pas bien en fait son impact justement sur l'environnement, et qu'il faudrait un encadrement et un rapprochement aussi des acteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le métier de cueilleur est plus ou moins reconnu grâce à l'association française donc des professionnels de la cueillette, l'AFC. Et l'étude déplorait qu'il n'y ait pas justement plus d'encadrement, de rapport entre les collectivités, les acteurs qui sont gestionnaires de l'environnement, les cueilleurs. Voilà, il y a pas vraiment beaucoup d'encadrement qui est fait. C'est ce qui est la problématique aujourd'hui. Démocratiser la cueillette, on se dit que ce serait bien pour tout un tas de choses, des raisons alimentaires notamment, peut-être écologiques aussi, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a quelques temps de ça, et l'impact environnemental est une question fondamentale qui se pose. Et c'est vrai que ce qui est important de dire, on va simplifier avec la forêt, même si les plaines et les prés sont intéressants, mais la forêt, c'est pas un self-service. On va pas faire ses courses, on garde pas sa bagnole et puis on y va avec son caddie, puis on va prélever au maximum. Donc, comme je disais, il faut préserver la ressource. Donc, les vieux cèpes, je suis désolé, mais un cèpe, les tubes sont blancs, sont pas verts. Dès que les tubes sont verts, vous le laissez. Vous laissez les vieux cèpes, faut les laisser parce que ça va redonner, ça va se brûler, ça va se disperser. Donc, faut pas faire un concours de celui qui a le plus gros, comme je dis toujours. Le plus gros panier, bien sûr, hein, celui qui a, parce que je suis au hôtel Grand Love, le Grand Amour, là, c'est pour ça. Donc, non, mais voilà, il faut être. Et surtout, si vous allez en cueillette, vous perso, le lieu de cueillette, j'ai dit au niveau sécurité sanitaire, mais le plus important, c'est la propriété. La propriété. À qui appartient le lieu où vous allez. Donc, si c'est des forêts domaniales, ça va, bon, je veux dire, mais après, il y a des forêts privées. Il faut se renseigner avant, il y a des gardes forestiers. Il y a des espaces naturels protégés, tu vois. Donc, les gardes vous chopent, vous avez une amende. Voilà, donc faut pas pleurer que l'ONF. Alors après l'ONF, alors ce qui est génial, vous savez que pour aller en cueillette, vous êtes là, vous êtes concerné par la chose si vous êtes là. Donc on y va avec un panier d'osier, un panier aéré, voilà, on va pas avec le seau plastique, pas de sachet plastique. Moi, je ne fais pas d'identification sur des sachets plastiques parce que c'est une bouillabaisse phénoménale. C'est une catastrophe. Mais par contre, l'ONF va évaluer une quantité raisonnable après cueillette au seau. Hein, donc il faut un seau, c'est un seau, je ne sais plus, un seau de 20 litres ou 5 litres plutôt. Ouais, 5 litres. Hein. 5 litres, donc il peut constater que vous n'avez pas dépassé la quantité. Voilà. Bon, en fait, c'est vrai que c'est complètement archaïque, mais ils ont le droit de vous contrôler et de vérifier que vous n'avez pas pas trop pris. Surprélevé, merci. Et aussi, pour rappeler que l'ail des ours, certes, c'est la fantasme actuellement, et c'est très bien,
parce que c'est un retour fondamental, c'est l'éveil du printemps. Alors, mais tout le monde veut toper de l'ail des ours, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau au muguet. Oui. Au muguet, donc ça sent l'ail des ours, ça sent déjà, on le voit, on le sent avant de le voir. Donc c'est facile à déjà repérer. Et il ne faut pas confondre avec le muguet qui est toxique. Et puis vous pouvez, alors on peut aussi, je suis pour la domestication du sauvage, c'est-à-dire si vous avez l'avantage d'avoir un petit coin, un petit lopin de terre ou une jardinière, vous pouvez faire pousser votre ail des ours, ça vous évite aussi d'aller vous perdre en forêt, parce que ça aussi c'est un piège, c'est de se perdre. C'est une grosse difficulté en forêt, parce que ça arrive souvent de se perdre, parce que les GPS ne passent pas. Et on peut aussi domestiquer le sauvage, et moi je prône une domestication du sauvage, donc c'est-à-dire d'avoir un petit lopin de terre, un petit carré, et de faire pousser, ses orties c'est facile, son plantain éventuellement, enfin un sol bien tassé, mais sa cardamine, voilà des espèces assez faciles, et l'ail des ours en fait partie, pour avoir bénéficié régulièrement et de façon saisonnière de son ail des ours. Je suis pas trop long, ça va. Ça va. Tom, comment toi tu intègres ces deux éléments quand tu vas accueillir à la fois l'aspect environnemental, comment tu règles un peu la manière dont tu prélèves, et puis l'aspect sanitaire évidemment. Je prélève que ce dont j'ai besoin. Après, je vais pas ratisser un spot. Voilà, je sais pas, j'ai. Ouais, il n'y a pas de règle. Non, il y a pas de règle en forêt. Après, On évite les pertes. Après, pour l'ail des ours, c'est super parce que tu peux l'avoir toute l'année. C'est comme tu fais des préparations, tu Oui, fais des restos, tu peux avec faire de la tout conservation. et tu peux le garder toute l'année. Donc c'est aussi un petit travail de bon père de famille, comme je dis. On peut se faire plaisir. Après, c'est une sensibilité. Bon, moi, je vais pas forcer les gens d'aller chercher de l'ail des ours ou d'aller faire son sureau, son sirop de sureau, etc. Même si c'est des gens. Moi, je suis pas en train de. Voilà, on va l'infuser. C'est une sensibilité, mais après, une fois qu'on est sensible à sa discipline, il faut connaître un peu les règles et l'encadrement. Donc on ne prélève que ce qu'on a besoin. Exactement. Voilà, et on ne jette rien. C'est la règle. Anti-gaspi. Ouais, c'est la règle. On est à l'origine de l'anti-gaspi parce que tout doit être prélevé. Si tu prélèves, c'est que tu as analysé aussi. Il y a une analyse in situ. C'est pas en arrivant chez soi en disant putain, j'ai pris le truc, il est pourri, les champignons est pourri, tout ça. Donc il faut l'analyse sur le terrain. Vraiment gagner du temps et puis éviter de prélever le plus que possible. Et sur l'aspect sanitaire, parce que l'aspect sanitaire il est double, est-ce que toi c'est toujours toi qui vas accueillir pour toi, ou est-ce que comment t'apprendre le fait de déléguer potentiellement? Ça tu le délègues jamais? Je délègue pas, non. Non, Ouais. non. Tu pourrais pas? Non, c'est trop dangereux. Après, c'est arrivé qu'un apprenti, un commis, il aille. Parce qu'on a un jardin et du coup, oui, il y a des plantes sauvages comme du lamier, du lierre terrestre, des choses comme ça. Mais après, bon voilà, à la feuille on reconnaît, à la fleur on reconnaît. On contrôle toujours. S'il y a un truc qu'il faut avoir en cueillette, c'est le doute. Le doute, c'est la base du tout, c'est de douter. C'est comme je dis, le doute. Ouais, quand il y a un doute, la seule chose dont je suis sûr, c'est les incertitudes. C'est-à-dire quand je suis pas sûr, on n'y va pas. On n'est pas des battants en guerre. Moi, je suis pas un mange-tout, je suis pas une espèce de chaman, etc. Un petit peu. Non, c'est hyper sérieux. Et on s'éclate quand même. Je vous assure que le chaman perché, qu'on s'éclate quand même. Donc, un peu du mouvement, on détend tout, mais il y a le côté santé publique qui est fondamental, mais il y a aussi surtout un patrimoine, une défense du patrimoine. On est super content d'avoir des espèces emblématiques qui nous ont nourris et qui sont à l'origine. Je suis désolé, mais quand c'est primitif. je suis une digression, je suis parti. Mais quand vous allez quand vous allez dans les dunes de la baie de Somme, la baie de Somme, dans l'arrière-dune, Crotoy, Saint-Valery, vous connaissez certainement. Non, je regarde. C'est bien. Donc, et vous avez l'origine de qui? L'origine de l'asperge, qu'on va certainement déguster ce soir. L'asperge blanche. On a l'asperge sauvage, Asparagus officinalis, l'asperge officinale. Elle est là. On a l'origine de l'asperge. Elle est sauvage. Après, on l'a domestiquée, on l'a croisée, on a fait des sélections. Pareil pour le chou marin. Le chou marin qui est une plante par contre protégée. Je suis désolé, c'était quoi que tu faisais le chou, comme un chou kale, tu faisais dans l'huile, c'est ça? Bon, ça vous n'avez pas le droit de le faire. Le chou marin il est protégé. Désolé, mais il est à l'origine. Alors on peut cueillir avec ses yeux. Après vous pouvez quand même goûter le chou marin qui est qui est sur la côte. Mais pas le prélever, ça c'est interdit. Mais c'est l'origine du chou que vous avez tous les choux. Donc on a l'origine de tout. Donc c'est super bien de revenir à l'essentiel parce que de savoir d'où on vient, de pourquoi on en est arrivé là, avec la chasse aussi, avec la pêche. C'est arrivé avant la chasse. Voilà, la cueillette, on a fait. Et de toute façon, il faut être clair entre nous, on a tout testé. On a tout testé en France, je veux dire, peut-être pas dans la
Amazonie, parce qu'on a découvert que 20% des champignons dans le monde, mais donc il y a du boulot. Hein. Mais en France, on a toutes les baies, toutes les espèces de plantes, on a tout inventorié, on a tout testé. On sait leur valeur toxicologique, leur potentiel médical. Voilà. Donc c'est pas la peine c'est pas la peine d'aller tête baissée en disant si on a identifié, on va faire une bibliographie, on va aller rechercher les éléments qui sont. On va pas faire des tests soi-même, c'est fait. Donc ne vous empoisonnez pas, n'essayez pas d'avoir des trucs. Donc il faut se fier à la littérature, au travail des années, des expériences malheureusement fatales, hein, certainement aussi. Il y en a qui ont testé, heureusement qu'ils ont été des testeurs. Voilà, donc là c'est tout ce que je voulais. Pas encore fini. Je voulais qu'on parle de la dimension médicinale des plantes, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Déjà, pourquoi on fait une distinction entre les plantes aromatiques et médicinales ? Est-ce que les plantes aromatiques peuvent être médicinales et vice-versa ? Ou comment ça se fait qu'on ait fait cette distinction ? Et quid des champignons aussi ? Leur vertu médicinale ou pas ? Et toi, comment tu l'intègres après dans ta cuisine ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis ou pas ? J'y pense parce que j'ai de la famille qui est pro naturopathie. Mais non, j'intègre pas forcément dans les goûts, mais je sais que c'est des bonnes choses. Et bien manger, c'est un gage de bonne santé. Exactement. Ça, c'est la base. Je suis pharmacien, je fais de la chimie, de la biochimie, comme je dis, je suis colporteur et je suis évidemment étiqueté évidemment. Je fais de la synthèse chimique, c'est peut-être pas, mais bon, c'est comme ça, c'est mon cœur de métier. Mais après le conseil, moi, c'est pas moi qui fais les ordonnances, c'est les médecins. Donc moi, les gens qui viennent chercher un conseil, je peux orienter. Ma femme, elle fait de l'aromathérapie, donc on se complète bien. Donc et on soigne des super trucs. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs, des fortiers. Après, attention, hein, quand il faut aller dedans, il faut aller dedans. Hein. Il faut bouffer de la chimie, des fois, on est obligé. Hein. Je suis désolé, mais il y a des maladies qu'on peut pas soigner. Et on essaie de prolonger, des fois. Il y a des interactions. Il y a des interactions, voilà. Il faut faire attention. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est oui, la liaison entre l'aromatique et je veux dire que toutes les plantes font du bien, si vous voulez, ou à tort ou à raison, mais je veux dire, donc là, c'est très sensible. Encore une fois, c'est une quantité qui va être la quantité, la dose qui va provoquer ou engendrer une résolution ou du moins résoudre une pathologie, etc. Après, le côté aromatique, c'est juste le côté sensitif. Donc, il faut savoir jouer avec les quantités. Il ne faut pas dépasser la dose parce que sinon, on va faire quasiment une soupe pas médicale, mais une soupe de phytothérapie. Mais encore une fois, bien manger, gage de bonne santé, donc savoir l'origine aussi des produits. On ne peut pas faire ça tout le temps, on va pas être faut pas non plus être obsédé par ça. Mais des chefs comme Tom, il a beaucoup d'humilité là-dessus. Il sait très bien où il veut aller. C'est de la réflexion, c'est un engagement. Et voilà, c'est pas un va-t-en-guerre. Il réfléchit, il va pas être tête brûlée. C'est pas un alchimiste, il va pas faire des essais sur les patients qui seraient dans son restaurant. Voilà. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, sur la question du coup entre plantes médicinales et plantes aromatiques, pour moi, il n'y a pas trop je fais pas en tout cas moi de distinction entre les deux parce que toute plante peut être médicinale, qu'elle soit aromatique ou pas. Il y a des essences après on va dire peut-être plus développées, des huiles essentielles. Quand on pense aux plantes aromatiques, je sais pas, ça évoque peut-être la lavande où tu arrives et tu sens de suite les champs de lavande donc quelque chose de peut-être plus concentré, mais on tire des huiles essentielles par exemple après, d'autres plantes qui sont pas. Utilisent des huiles essentielles en cuisine. Alors là, il faut être encore plus calé parce qu'une plante, tu vois, qui est pas concentrée, tu vas mettre une petite fleur. Mais après, il faut moi je suis pas pour faire joli. Moi, je travaille pas avec des chefs pour faire joli dans l'assiette. Moi, il faut qu'il y ait une histoire. C'est que si tu mets telle plante ou tel truc, c'est parce qu'il y a une liaison. Parce que peut-être que si tu fais une pièce de viande, que la limousine ou ta vache, elle a vécu, elle a côtoyé cette plante, tu vois. C'est vertueux, on est dans une assiette, une belle assiette, parce on parle de belle assiette, parce que c'est des histoires. Les chefs, je sais qu'il y a de plus en plus de poètes chez les chefs, mais c'est pas de la poésie, mais c'est créer des histoires, il y a une signature, il y a de l'ADN. Un chef, quand il a son restaurant, même s'il est exécutif, mais quand il imprègne, il me fait sa carte, il a une signature, donc il y a de l'émotion. Il y a souvent une histoire familiale, des expériences, mais sinon il passe inaperçu, il est transparent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs qui vont mettre ils racontent des histoires. Et un voyage, on peut voyager, vous savez très bien, vous allez au resto, vous prenez une claque dans la gueule, bam bam, parce que vous avez voyagé tout en restant assis.
Mais il faut qu'il y ait de la lisibilité dans l'assiette. Alors, moins il y a de produits, mieux c'est. Il ne faut pas faire un... Après, mais voilà. C'est pour ça que la cueillette sauvage vient bien en exhausteur ou en condiment. Voilà. Et pour raconter une histoire locale, des histoires, des expériences, des balades, et tout ça. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte cette cueillette dans ta cuisine Voilà, c'est une question aussi simple que ça. De l'inspiration. À la base, nos métiers sont pas faciles, on fait énormément d'horaires. Et donc ça a été un antidépresseur naturel, on va dire, la cueillette, les balades en forêt, le retour aux sources, retour à la nature. Entre les services, quoi, c'est agréable. Après, oui, on retourne en service, on a mal aux pieds, mais au moins il y a vraiment eu un intérêt à cette sortie, et oui, c'est de se ressourcer. Et comment tu l'intègres, entre guillemets, à ta routine de travail parce que dans un restaurant, tu le dis, on bosse beaucoup, t'as pas forcément le temps d'aller en forêt tous les jours pour chaque menu que tu fais. Il faut s'imposer du temps, il faut se dire stop. Et toi, oui, par exemple, on tu peut le fais à toujours faire quelle plus. fréquence On va dire 2 à 3 fois par semaine. Mais après, je suis pas tout seul, on se relaie, hein, on est une équipe. Mais c'est ça, c'est une moyenne. Après, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, c'est du temps à consacrer, des fois pour peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des métiers. Il y a des métiers, c'est des cueilleurs. Cueilleurs, c'est un métier. Cueilleur professionnel, agrémenté, tout ça certifié. Marcon, Régis, je suis désolé, il va pas cueillir ses champignons tous les jours. J'en ai pas encore trouvé. De quoi? Dans l'Oise. De Morille? Non, de cueilleur. Ah, de cueilleur, ouais. Mais voilà, c'est une profession peut-être mal rémunérée parce que c'est toujours pareil, mais c'est des gens qui ont une certification, donc il faut leur faire confiance. Mais c'est vrai que le problème, c'est le manque de diplôme. Le manque parce que ça fait partie. Et pourquoi pas proposer ça dans les écoles de cuisine? Pourquoi pas proposer ça dans les écoles de cuisine? Parce qu'il faudrait inciter et créer. Il y a vraiment quelque chose à faire. Mais ça peut passer par les maraîchers aussi. Parce que, comme je disais, la domestication du sauvage, aller prendre des graines et puis faire pousser dans son maraîchage, c'est possible. Et c'est super vertueux parce on l'a prélevé, on a respecté, on a pris les graines, et puis on a un développement, et puis on perpétue et on sécurise. Parce que vous savez très bien, il y a des risques, on a parlé de se perdre, etc. Bon, ça c'est un peu de la rigolade, mais il y a des risques sanitaires, il y a des maladies qui circulent dans la forêt, notamment la Lyme. La maladie de Lyme, le tic. Ah ouais, la maladie de Borrelia, mais tout de même, ça c'est l'omerta. Hein. S'il y a bien un scandale sanitaire en France, je ne vais pas me faire que des amis, hein, mais bon, je pense maladie de Lyme, Lyme, Borrelia, la borréliose. Mais déjà, elle n'est pas connue, donc elle n'est pas diagnostiquée. Donc s'il n'est pas diagnostiqué, voilà, ça crée une chronicité dans la pathologie. On va très loin. C'est des paralysies, des polynévrites, des rhumatismes. Et c'est fou parce que ça fait partie de notre environnement. Et il ne faut pas les cueillir pour avoir la Lyme. Il faut aller se balader en forêt. Donc là, tu vois, on a encore réduit Donc tu vas te balader, tu as un tic, il va recracher sa petite bactérie. Et puis, donc il faut faire l'inspection. Donc avant tout, quand vous revenez de forêt, n'importe qu'elle soit, il faut s'inspecter, il faut s'étiqueter. Il faut déjà se protéger avant. Ouais, on peut mettre des sprays, des répulsifs, des trucs comme ça, mais il faut s'inspecter, mais partout. Hein. Alors déjà, mettre des vêtements serrants, des bottes, des guêtres, ce que vous voulez. Bas de caleçon pour les garçons. Parce que ça va partout, hein. Je te dis, la femme peut en témoigner. Qu'est-ce que c'est qui c'est là, hein? Un nouveau grain de beauté? Non, c'est pas un nouveau grain de beauté. Les pinces à épiler. Non, il faut vraiment. Et puis ça va partout, ça va vous frotter, ça va dans le cou, partout. Les parties chaudes, humides du corps. Ne va pas dans les détails techniques. Bon, mais en tout cas partout. Donc il faut vraiment, c'est super important, il faut être super vigilant. L'échinococose, c'est pas que dans les livres, on en parle, c'est. Ouais, mais incidence minime. Mais incidence minime, mais il y a quand même, voilà, il faut vraiment embêter. Il y a plus dangereux pour moi que l'échinococose. On va peut-être en parler après, des zoonoses. Je sais pas si c'était prévu. Tu peux en parler maintenant, ça, c'est vas-y. important, mais si. Mais c'est parce qu'on dit qu'il ne faut pas cuire trop bas, c'est à cause des fesses, à cause des selles de renard. Mais oui. Après, il faut qu'il y ait du renard, et puis il faut qu'il soit contaminé. C'est comme les tiques. Tous les tiques ne sont pas contaminés. Du coup, contrairement à ce que vous ouais, c'est les fesses. Mais après, il peut faire sa selle, mais après, c'est essuyé, tu vois. Parce que, donc, il peut flirter. Et donc, mais
Et c'est possible. Mais on a eu des, comme je l'ai appris, mais j'ai vu des trucs, des fois, des hépatomégalies dégueulasses. Le mec, il a eu ça, mais après, il y a un problème aussi d'accès aux soins. Peut-être qu'il y a une négligence, c'était des cas extrêmes. Mais bon, ça existe. Ça existe. Mal diagnostiqué. Ouais, pas du tout. Souvent, les maladies au niveau du foie. Tu voulais parler des zoonoses et des autres. Oui, parce que c'est vrai que on n'en a pas parlé, je ne l'ai pas non plus évoqué dans les dangers au début quand j'ai dit qu'il fallait justement se prémunir des dangers, faire attention. On a parlé beaucoup de la toxicité des plantes parce que c'est vrai que c'est le premier sujet qui vient, mais c'est vrai qu'il y a d'autres risques. Effectivement, il y a l'éthique et donc parmi l'éthique, tout ce qu'on a, zoonose, ce qu'on appelle zoonose, donc les maladies qui sont transmises des animaux aux êtres humains. Donc il y a effectivement l'échinococcose, donc ça c'est un parasite qui est endogène, donc qui vit dans l'intestin du renard, mais les chiens domestiques peuvent l'attraper aussi, donc potentiellement être transmetteur. Donc là le but ça va être de vermifuger vos animaux, vous en avez. Voilà, aussi parce que effectivement donc c'est pas les urines du renard ou de ces animaux contaminés qui vont nous contaminer, c'est les fesses. Donc ça va être ça va être différent. Après le fait de en général faire attention à quand vous prélevez dans un milieu, ça va être de bien laver les plantes, tout simplement, on n'a pas parlé, mais comme vous feriez avec n'importe quel fruit et légumes que vous achetez, voilà, vous ne les mangez pas sans les laver, les plantes sauvages, voilà, c'est la même chose. On va faire très attention à ça, même si elles ont été lavées entre guillemets par la rosée du matin, ça ne suffit peut-être pas, voilà, faire attention. Et comment ? C'est mieux pour nous. Oui, et puis non, mais après aussi, donc s'il y a le moindre doute, ça va être de cuire au-delà de 60 degrés pour éliminer vraiment les parasites. Donc voilà, la cuisson. Comme les champignons. Voilà. Les champignons, c'est une facilité, tu cuis. Puis il y a même. Une toxicité crue, tout à l'heure, beaucoup de champignons sont toxiques crus. Ouais, même certaines plantes, c'est vrai que ça arrive aussi. Donc, tu cuis, c'est bien. Après, il y a des champignons, quelques champignons emblématiques, le cèpe de Bordeaux, l'orange, qui peuvent être consommés crus, mais encore une fois, tu l'as bien dit, on va te peler, on va enlever, même si le champignon n'aime pas trop l'eau. Oui, mais bon, bref, faire attention. Effectivement, donc c'est vrai qu'on a parlé de l'échinococcose. Alors l'échinococcose ne va pas poser spécialement de problème. Je crois que depuis les années 80 jusqu'en 2015, il y a eu 600 cas en tout recensés. Donc il y a une incidence qui est vraiment minime. J'ai envie de dire qu'il faut vraiment pas avoir de bol pour l'attraper. Après, effectivement, en général, c'est une maladie qui est difficilement diagnostiquée, comme beaucoup de maladies hépatiques finalement, et donc vous allez avoir une incidence, une maladie qui va se déclarer 10, 15, 20 ans après, avec souvent des dommages collatéraux irréversibles parfois, donc assez dangereux, mais une incidence qui est vraiment minime. Il y a une autre maladie, moi, qui va plus poser problème, c'est la leptospirose, qui, elle, cause de l'ordre de 600 cas par an, et dans le monde, on a 60 000 morts par an, parce que dans des pays exotiques où il y a des conditions d'hygiène qui ne sont pas les mêmes qu'ici, on l'attrape très facilement. La leptospirose, c'est une maladie qui est transmise cette fois donc par l'urine des rongeurs, et qu'on va contracter souvent dans l'eau. Donc les métiers à risque, ça va être vétérinaire, mais aussi les égoutiers, qui d'ailleurs ont un vaccin qui doit se faire tous les 2 ans, mais bon, c'est réservé à ces professions-là. Nous, voilà, population générale, on ne fait pas ce vaccin, on ne propose pas. Et donc, c'est un virus assez dangereux. Virus, leptospirose, c'est ça ? C'est ça. Donc, virus qui est plus problématique. Donc, les chiens domestiques peuvent l'attraper aussi, souvent eux qui l'attrapent, parce que c'est vrai qu'ils vont boire un petit peu n'importe où. Donc là, dans l'eau, quand on va cueillir des plantes dans les milieux humides, comme le cresson de fontaine, par exemple, et tout ça, voilà, il y a la douve du foie aussi, pareil, qui est un parasite. Donc là, c'est vraiment plutôt des plantes qu'on va réserver à la cuisson. Et même quand on va cueillir, en fait, on va se protéger, peut-être même mettre des gants longs, je sais pas, faire attention, parce que même si vous avez une petite plaie, par exemple, une eau contaminée qui va rentrer dans la plaie, vous pouvez attraper la lepto comme ça, en fait. Donc voilà. Là, pour le coup, c'est une maladie qui se déclare beaucoup plus vite. Donc au bout de 15 jours, je crois qu'on a les symptômes, mais bon, voilà, c'est pas souhaitable, donc ça va être plutôt de faire attention, je veux dire la cueillette, je dirais dans les milieux humides et milieux forestiers, effectivement, penser aux tiques, parce que là aussi il y a une incidence sanitaire qui est tiques et leptospirose, c'est... J'ai 25 tiques par an, 25-30 tiques. Il y a des périodes aussi de multiplication où là c'est... Puis le réchauffement climatique, alors il y a des espèces auxquelles ça ne profite pas et d'autres au contraire auxquelles ça profite, et je pense que les tiques font partie de cette catégorie-là, malheureusement. Pour parler de choses un peu plus positives, est-ce que vous pouvez nous donner c'est sympa aussi la cueillette, chacune et chacun de trois plantes
facile à reconnaître et qui vous paraît intéressante gustativement en sortant de l'Ail des Ours justement, et que toi t'aimes bien travailler aussi, que tu trouves là actuellement autour de l'auberge. Je laisse commencer les autres. Ouais, bah oui. Le sureau noir. Ouais, ça c'est vraiment on peut dire un arbre, un arbus. Ouais, un arbus. La fleur est super intéressante à travailler, que ce soit en vinaigre, en sirop, même fraîche ou en beignet même. Ensuite, actuellement, en fait, ça dépend vraiment des saisons. Donc, ouais, je focus saison. Parce que là, on est dans le lierre terrestre, j'adore aussi. Le lierre terrestre, toute l'année, c'est annuel, ouais. Alors, aucun rapport avec le lierre. Ouais. C'est parce que justement, il est un peu filamenteux. Ouais. Après, l'oxalis, donc les petits trèfles acidulés. Qui poussent en parterre dans des zones ombragées, humides. La petite oseille aussi, oseille des brebis, on peut l'appeler aussi. Ouais. Voilà, quoi. J'en ai dit 4. Oh là là, plus que... Mais je peux en dire d'autres. Du coup, oui, moi aussi j'aime beaucoup le lierre terrestre. C'est vrai que c'est une plante aromatique qui est assez facile à reconnaître, donc on peut conseiller. Voilà, quand elle est en fleurs, les tiges se lèvent, parce qu'en fait c'est une plante qui rampante au départ sur le sol, et donc là, quand les fleurs arrivent, elles se dressent comme ça, ting, on voit bien les petites fleurs, donc c'est super facile à reconnaître en forêt. Et puis elle a une odeur qui trompe pas aussi, donc c'est vrai que la botanique c'est aussi l'usage des sens, ce qui va être intéressant parce que voilà, c'est pas juste être avec une loupe derrière son bouquin, c'est aussi faire attention aux textures des plantes, aux odeurs. Parfois ça peut vraiment faire la différence pour pas faire de confusion. Donc oui, le lierre terrestre, super intéressant, mais bon là je fais une redite, c'est pas grave. Après, moi j'aime bien l'alière aussi, donc qui va être le pendant de l'Ail des Ours, mais qui est une plante qui est on va dire qui a un goût, voilà, qui est plus accessible déjà parce qu'il y a je crois, zéro risque de se tromper. Et alors par contre, oui, qu'on va utiliser uniquement cru, c'est une petite plante qui pousse en forêt aussi, pareil, qui a ce goût d'ail, mais qui fait partie de la famille des choux crucifères, brassicacées, donc c'est assez étonnant, mais du coup on va dire qu'elle a un style bien à elle. En général, on la reconnaît bien. Juste les graines qu'il ne faut pas consommer parce qu'il y a des hétérosides cardiotoniques, mais sinon on mange les feuilles, on mange les fleurs et c'est super sympa. Après, il y a d'autres plantes accessibles, je dirais, comme je disais au début, je reviens à certaines plantes qu'on croise depuis qu'on est petit, auxquelles on pense pas forcément, mais ça va être le pissenlit, qui est assez sympa, et puis en plus très intéressant, détoxifiant hépatique, donc là au printemps, c'est quand même sympa. Après on va avoir... comment ? Non, rien. Non, mais alors, à quoi je pensais d'autre ? Les pierres des bois. Les pierres des bois, qui est aussi une plante facile à reconnaître, qu'on voit un peu moins souvent, mais qui est une lamiacée aussi, comme le lierre terrestre, une plante aromatique qui se reconnaît facilement en forêt et qui, elle, alors quand vous la froissez entre les doigts, vous allez sentir au début une odeur qui est mais vraiment pas agréable, pas bonne. Moi, on m'a dit que ça ressemblait à une serpillière mal lavée, une laine de mouton, enfin je sais pas, on m'a sorti des trucs vraiment bizarres en stage, bon, voilà, bon. Pourquoi pas. Après, sinon, quand vous continuez du coup à froisser, à sentir la plante, vous allez avoir une odeur mais forte de cèpe en fait qui va se développer. Donc c'est une plante qui est hyper intéressante, qui je pense doit être mise à profit aussi par des cuisiniers, voilà, pour faire pas mal de choses parce qu'on peut en tirer des trucs intéressants. Je pourrais en citer plein aussi, donc je te passe le micro. Tu vas peut-être nous parler de champignons pour changer un peu. Je vais faire un 50-50, je vais prendre le 50-50. Donc je vais faire 2 champis, 2 plantes. Voilà. Non, mais blague à part. Moi j'aime bien, j'ai ma petite plante de baie de Somme, parce que je reviens, ma petite plante des halophiles, c'est la cochléaire officinale. Alors c'est un truc de fou, parce que moi je suis Jean-Baptiste Cochléaire, bon, voilà. Et donc j'ai trouvé la cochléaire, bon ça s'écrit pas pareil mais ça se prononce pareil. La cochléaire officinale, et en plus officinale par rapport à la profession, vous avez compris, donc cochléaire officinale, super, grand fan. Et puis donc elle pousse dans les prés salés avec la salicorne, l'obione, donc ça c'est fantastique, c'est un herbier marin génial, allez-y, hein, faites-vous plaisir. J'étais au Mont-Saint-Michel ce matin
Et j'ai vu commencer à voir les premières pousses de salicorne, etc. J'en profite pour poser une question. Ce type de plante, par contre, c'est assez encadré en termes de cueillette. Ah oui, alors il y a une liberté comme la pêche de coque, tout ça, les coquillages, tout ça. Donc c'est réglementé. Encore une fois, il y a même des cueilleurs professionnels, surtout en baie de Somme. C'est comment elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle. Elle est très connue. C'est une cueilleuse emblématique de la baie de Somme qui va cueillir ces plantes pour revendre aux cuisiniers, aux chefs. Mais oui, c'est réglementé. Donc c'est au seau, encore une fois. C'est de la bonne conscience. Après, en faire du commerce, moi, sous le manteau. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour un chef de l'acheter sous le manteau. Il vaut mieux acheter à des gens qui sont réglementés. Puis s'il y a un contrôle sanitaire, on en parlait tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui débarque dans le resto à contrôler l'origine des produits, il faut justifier avec des factures, hein, c'est très bien. Donc c'est toujours mieux. Donc on a dit quoi chez Nicule pour l'instant. Voilà, merde, il faut que je me dépêche. Ce que j'aime bien, la spirule. Alors pourquoi la spirule? Parce que la spirule c'est un gaillet, c'est la famille du gaillet. Et parce que je peux le dire, donc un jour il y a une bière qui sort à la spirule. Donc je suis une bière qui sort à la spirule. J'ai rien à gagner, hein, je ne prends pas de royalties donc avec la brasserie du Pays Flamand, avec Nosteke, si vous connaissez. Dans le Nord, c'est une super brasserie qui ne connaît pas Nosteke, mais tant mieux si on le connaît un peu partout en France, tant mieux. Donc c'est une collab et donc la spirule qui, une fois séchée, a des petites notes un peu avec les coumarines qui sont à l'intérieur, un peu une note de vanille, de foin. Séché, donc c'est super intéressant. Donc on verra, peut-être pas bon, hein, mais bon, en tout cas, on a fait un beau brassin collaboratif avec le Conservatoire national botanique de Bailleul. Donc c'était une collaboration éclairée. Donc comme quoi on peut aussi jouer. C'est de l'alcool, mais bon, c'est à consommer avec modération. Il vient jamais d'ailleurs. À moi, il vient jamais. Hein. J'ai toujours demandé. Mais voilà. Donc on a dit la spirule, la coquelière, champignons. Bon, le cèpe de Bordeaux. C'est évidemment un grand classique, mais bon, le cèpe de Bordeaux ne tient son nom que des marchés médiévaux où il y avait à profusion remonter ça. Donc c'était en Gironde qu'il y avait beaucoup de cèpes, et puis c'était la grosse qualité de cette région de produire sur les marchés. Maintenant, on en trouve partout. Il est hémisphère nord, donc on en trouve partout. Donc il y a du cèpe de Fontainebleau, du cèpe de chez toi, de Picardie, du cèpe de chez moi, du Cambrésis. Donc le cèpe de Bordeaux qui a un goût de noisette fraîche quand tu le dégustes. Donc il y a l'avantage d'être cuit et cru. Moi je préfère cru. Et puis un autre champignon qui moi me fascine. Je ne veux pas parler de la morille parce que c'est un gros tabou pour moi parce que j'en trouve pas. Donc la trompette des morts, voilà, la trompette des morts. Et cette année, je me focalise là-dessus sur la trompette. Donc ça va sonner, ça va trompeter dans les forêts, mais c'est fascinant, c'est des champignons hyper intéressants. Voilà pour les deux espèces. Et puis je vous le dis quand même, il y a le son dedans, hein, donc il y a le son dans mon bouquin. J'ai eu la chance, c'est incroyable. Comme toi, tu as publié des magnifiques ouvrages qui sont plus faciles à transporter. Comment dire, ils sont super bien faits ces bouquins. Mais moi j'en ai fait qu'un, hein, donc je parle beaucoup, mais ils m'ont laissé la chance. J'ai eu la chance avec la Martinière de me proposer cette fenêtre ouverte sur ma région des Hauts-de-France. Donc je leur remercie d'avoir été audacieux de mettre en avant notre patrimoine sauvage et puis de mettre en avant le travail de 4 chefs cuisiniers aussi aux 4 coins des Hauts-de-France. Donc on les retrouve là-dedans, mais bon, il y a d'autres bouquins hein, et qui sont intéressants, qui sont très bien faits. Il n'y a pas que des cueillettes et des hommes. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des plantes invasives qui sont intéressantes? Ah oui. Ouais, vas-y. Ah bah oui, je pense à une qui avait fait beaucoup parler d'elle il y a un certain temps, c'est la renouée du Japon, par exemple, qui est une plante invasive bien connue et on ne le sait pas, mais en fait elle est comestible et c'est même très bon à manger. En fait, il faut juste s'y prendre à la bonne période parce que si vous vous y prenez trop tard, c'est plus. Comme ça, on becque tout et elle est plus invasive. Je suis pas sûre, mais bon, je pense qu'il faudrait quand même y aller. Mais c'est invasif, ça étouffe. Ouais, mais alors elle a quand même des intérêts pour la faune entomologique, globalement. Donc voilà, c'est vrai que on parle de plantes invasives, mais bon, il y a quand même. Je pense qu'il faudrait aussi peut-être calmer un petit peu le jeu à ce niveau-là, quand il n'y a pas de problème sanitaire, comme par exemple avec l'ambroisie, ça c'est différent. Voilà, bon, la renouée du Japon, elle fait chier personne. Enfin, désolé de le dire un peu comme ça, mais bon. Elle perturbe les gestionnaires de l'environnement qui aiment bien aller arracher des trucs parce qu'il faut gérer l'environnement. Donc on aime bien gérer tout ce qu'il y a autour de nous. C'est un peu comme vous savez, si vous avez des bambous chez vous. Oui. Les bambous, manger des bambous. Sauver les pandas. Ça va partout, hein. Ça va partout. Ça se répand, ça passe. La renouée un peu cette stratégie de développement et d'étouffement aussi. Alors. Oui, bon, la renouée du Japon donc est intéressante. Après, plante. Alors je
J'en ai une en tête, mais je suis pas sûre qu'elle soit invasive. Tu je sais dis pas la si- lierre, la lierre est assez invasive. Et j'ai eu des études. Ah oui, mais c'est pas. Je pense qu'on parlait de plantes exotiques envahissantes. je sais pas. Oui, il faut peut-être faire le. Non, invasif. Ou tu parlais Mais après, d'invasif c'est dans vrai que dans quel sens? Parce qu'il y a. la Dans le rotation- sens justement qui peut perturber des écosystèmes. C'était Et plus dans la ce lierre, sens-là. D'accord. c'est pas un allié, la lierre. Je suis désolé de te couper, mais j'ai lu une étude. C'est que ça bouffe Prends le micro. tous les mycorhizes. Vous savez, le mycorhize, c'est le champignon, il n'est pas extérieur, il est dans le sol. Le vrai champignon, c'est le mycélium. Et ça perturbe le développement des mycorhizes, donc des liaisons intimes entre l'arbre et le champignon. Et cette allière, c'est pas forcément un allié. Donc voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire. Comment toi, en cuisine, quand tu t'es installé à l'auberge, est-ce que si autour de l'auberge, donc c'est une auberge familiale, s'il n'y avait pas eu d'intérêt en termes de cueillette aux alentours, ça aurait posé problème pour toi? Tu aurais imaginé t'installer dans un endroit où la cueillette était pas hyper intéressante ou pas possible, comme ici? Je prends le micro. Si je me suis installé, parce qu'en fait à la base je viens de Lille, donc j'ai toujours évolué en ville, et oui, mon souhait c'était de reprendre une auberge à la campagne pour pouvoir pratiquer la cueillette et avoir surtout un jardin potager comme on le disait tout à l'heure. Prélever, pourquoi pas prélever pour du sauvage, pour le mettre dans ce jardin et ne pas avoir cette contrainte entre guillemets d'aller en cueillette l'après-midi parce que j'ai pas forcément le temps. C'est pas une, comment dire, ce que tu fais, c'est de l'anticipation en fait. Ouais. Tu dis, en fait, tu voudrais avoir plus de temps libre pour cueillir, mais malheureusement, le temps, tu le sais très bien aujourd'hui, c'est un fourlant et il y a des gros problèmes de staff, mais on va pas rentrer dans le truc. On voit beaucoup de chefs malheureux parce qu'ils peuvent plus sortir, parce qu'ils sont obligés de combler des postes et tout ça, on peut plus faire bleu avec le chapeau, le panier et tout, c'est fini ça. Donc il faut gagner du temps aujourd'hui. Il faut gagner du temps, donc faire des beaux jardins, et on revient au jardin des simples, les jardins de curés, les jardins derrière les églises, les monastères, etc. Le cuisinier, c'est peut-être lui qui va reprendre cette habitude ancestrale, non pas médicale, comme on disait, mais peut-être pour se nourrir ou pour agrémenter ses assiettes. Il y a de plus en plus de chefs qui le font. C'est intéressant. Enfin, on n'en a pas parlé, mais le côté, l'intérêt des plantes sauvages dans l'alimentation, c'est vrai qu'elles sont, je pense aujourd'hui, je veux dire peut-être presque indispensables, parce que finalement, on sait qu'avec l'artificialisation des sols, nos plantes cultivées perdent énormément de minéraux, de nutriments, donc on n'en trouve pas assez dans l'alimentation, et ça c'est quand même problématique, alors que souvent les plantes sauvages sont plus riches puisqu'elles poussent, on va dire, aux endroits qu'elles ont choisis déjà, et puis elles sont soumises aussi sans cesse aux attaques des prédateurs, donc elles doivent faire des antioxydants pour se défendre, donc voilà, globalement les plantes sauvages sont très intéressantes du point de vue alimentaire pour ces raisons-là. Je pense que c'est un intérêt aussi. Je ne sais pas si Tom, c'est quelque chose que tu prends en compte dans ce que tu fais, mais bon, tu offres du coup une alimentation, je trouve je pense qu'il est énergétiquement plus intéressante, dans le sens où il y a tout ça aussi, c'est une richesse à ce niveau-là. Dans l'alimentation, il y a aussi beaucoup de protéines dans les plantes vertes, on n'y pense pas forcément, mais c'est intéressant quand on a une alimentation végétarienne. Voilà, vitamine C, si on peut les consommer crus, il y a plein d'intérêts. C'est pas maintenant, mais je vais parler des vitamines. Les vitamines, on en trouve, c'est génial. Encore une fois, on peut trouver effectivement des éléments nutritifs. C'est de la nutrition utile, c'est de la nutrition et plaisir aussi, si on les... alimentaire. Quasiment. Ouais, c'est ça. Il y a la C'est ça. jonction entre l'aliment et le médicament. L'aliment. C'est un truc, mais qu'on peut avoir comme plaisir aussi si on les cuisine. Je pense à l'ortie, en pesto d'ortie, c'est super bon, et vous pouvez le faire avec la plante fraîche, ce qui fait que vous allez avoir la vitamine C qui va vous permettre aussi de mieux assimiler tous les minéraux, les nutriments qu'il va y avoir dedans. Il va y avoir du fer, du manganèse, du potassium. Dans 100 grammes d'ortie fraîche, vous avez 8 grammes de protéines, ce qui est quand même pas mal déjà pour une plante. Et quand vous faites sécher, vous ramenez le tout à 40 grammes de protéines pour 100 grammes d'ortie séchée. Donc c'est 2 fois plus que dans un steak en fait. C'est assez impressionnant. Donc ça va être hyper intéressant aussi, ce côté alimentaire des plantes sauvages pures, comme tu disais, comme des compléments en fait, mais qui vont être aussi intéressants sur le plan gustatif. Donc c'est peut-être mieux que de prendre des gélules finalement. Voilà. Il y a des chefs qui sont emblématiques dans la diététique. Tu vois, la diététique, des repas équilibrés, on fait de moins en moins de sucre. De moins en moins de sucre, vous savez que les pâtissiers, les grands pâtissiers aujourd'hui, ils utilisent de moins en moins de sucre. Et c'est pas plus mal finalement, parce qu'on est tellement habitué chez soi, parce que si tu vas au restaurant,
pour passer un moment, voilà, tu vas au restaurant pour passer un moment différent, un voyage, une évasion. Donc moi je suis dans l'échange avec des chefs comme Tom, parce que merde, je vais pas prendre ma caisse pour aller bouffer comme chez moi ou voilà, c'est tout, vulgairement parlant, tu vois, pour être un peu cash. Sinon je vais pas au restaurant. Moi je vais au restaurant pour prendre une claque, découvrir des choses, me reconnecter avec un terroir, si c'est pas bien, mais découvrir un autre terroir avec des histoires, raconter des histoires et des gens derrière. De toute façon, aujourd'hui la vraie cuisine, c'est la bonne cuisine. Il faut que ça soit bon. On me demande quel est un bon restaurant. Bah, ouais, je donne des restaurants où c'est bon, c'est tout. Mais bon, dans la justesse des goûts, peut-être, pas forcément dans la technique, mais dans l'approvisionnement, le sourcing. Et je pense qu'il faut mettre en avant des chefs qui vont, sur du temps libre certainement, mais peut-être pas tout le temps, mais aller chercher, aller voir des gens avec qui ils collaborent, pas acheter que sur catalogue. Hein. Donc merci Tom. Merci à vous. Il y aura l'instant pub à la fin. On parlait au tout début, on parlait de la domestication de ces plantes. On parle de goût, on parle du fait qu'elles ont plus de nutriments si elles poussent en forêt. Quid des plantes aromatiques et disons calquées sur les plantes sauvages qui sont proposées par des sociétés comme Coppercress donc voilà des plantes qui potentiellement poussent en hydroponie ou avec ce type de système. Jean-Baptiste, je crois que tu voulais répondre. J'ai pas d'action chez Coppercress. Non mais qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, c'est pas pour critiquer Coppercress. Hein. C'est en termes gustatifs, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Ils sont excellents qui utilisent des Coppercress. Si tu utilises des Coppercress, il y a soit une logique, soit il y a une raison, parce que tu as eu une expérience peut-être dans un voyage, tu as été au Vietnam, tu as été en Amérique du Sud et tu as découvert une plante, un plat qui a été fait avec des épices, et tu voudrais te retrouver parce que c'est une expérience, encore une fois, de voyage. Ok, pas de problème. Tu mets ça, tu trouves Coppercress, tu as fait Coppercress. Et donc, mais après, si tu veux t'inventer une vie avec Coppercress, bon, après, c'est ça marche, tu dis ça, c'est génial. Allons voir à la source comment ça pousse, et on a suffisamment de plantes locales. Alors peut-être qu'ils font, je ne sais pas, dans le catalogue, peut-être qu'ils font des bourses, peut-être la guerre, peut-être sécuriser aussi, parce que c'est pas l'avenir, mais est-ce que derrière il y a des plans de contenu local, tu vois, de biodiversité, tout ça, qui vont, peut-être qu'ils sont vertueux, qui ont des partenariats avec des locaux, qui ont la culture, je sais pas. Mais je les connais pas, j'ai pas le graphique. Je vais poser à tous une. Vas-y, excuse-moi. Non, moi ce que j'en pense, c'est vrai que par rapport à ça, l'idée de la domestication peut éventuellement, je pense, être une bonne solution pour pallier à des problèmes, du coup, on va dire, d'un trop plein de cueillettes aussi dans l'environnement, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, j'ai envie de dire, si vous savez le faire correctement, si vous voulez faire ça avec des autres, faites-le, effectivement, parce que je pense qu'une petite cueillette familiale, ça sera moins problématique que d'amener je ne sais quelle quantité de séminaire vers le Val des Ours pour la grande distribution, mais tu envoies mais c'est hors de l'extérieur, en fait, dans les pays de l'Est, partout, et voilà, où ils font vraiment des cueillettes abusives et une destruction de l'environnement. Je pense aussi, je parlais d'une plante parce que ça c'est un phénomène récent, c'est l'aranica. Si vous connaissez pas, c'est voilà, cette plante qui pousse en montagne, donc en équilibre pour faire des produits
Écoutez, on va vous laisser un peu la parole parce qu'il est déjà 20h10. J'avais encore 1000 questions, mais on va. Donc, allez-y, hein, vous pouvez poser. On va peut-être commencer si vous avez des questions pour Tom. Est-ce que tu voulais peut-être repartir Vous êtes prêts là? Ouais. Donc, on va commencer par des questions si vous avez des questions plus spécifiques pour Tom. Et après. Parfait. Bon, des questions pour tout le monde du coup. Attention, sinon je vais en reposer. Hein. Vas-y. Cette idée de domestication et de médecine, de plantes médicinales, etc. Est-ce que justement l'importance le terroir n'est-il pas tout aussi important? Parce que, comme le vin, on voit bien que voilà, tel ou tel cépage, tel ou tel, les gens donnent pas forcément le même goût. Mais est-ce qu'effectivement les effets médicinaux de ces plantes ne seraient pas altérés par la domestication? Et toujours dans cette même optique de la santé par la nourriture, au-delà du plaisir, etc. Est-ce que bientôt, chefs et cueilleurs et peut-être pharmaciens, médecins écriront une cuisine de l'Ayurveda, une cuisine médicale à la française, quoi? Ah oui, c'est possible. Après, je veux dire, c'est vrai que le biotope est essentiel. Il y a des chémotypes, des chémotypes, c'est-à-dire le thym, par exemple, je pense au thym, il y a des multiples types de thym. Du thym qui pousse dans le nord de la France et du thym qui vient de chez lui en Provence, il n'aura pas le même effet. Donc effectivement, le terroir il est essentiel. Après, bon là on n'est plus sur une cuisine alimentaire, on est plus sur l'alimentation, mais c'est vrai qu'au niveau médical, si on veut bénéficier des apports moléculaires et des richesses, de l'intérêt médical d'une plante, c'est vrai que l'Ayurveda et on a beaucoup à apprendre sur la médecine chinoise, etc., la médecine orientale et notamment sur les champignons. Nous en France, on parlait tout à l'heure du potentiel médical du champignon, mais à part la pénicilline de Fleming, on n'a pas évolué. On a été, mais par contre, les Chinois, en Asie, il y a des champignons, il fait partie d'une pharmacopée. Donc on a alors, est-ce qu'on doit absolument faire le. On voit quelques spécialités qui commencent. Il y a des laboratoires bien connus, pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, qui travaillent sur les champignons médicaux, sur l'immunité, tout ça, etc. Après, il ne faut pas rêver. Il y a toujours cette appellation anticancéreuse. Moi, ça me fait. J'ai toujours prudence, les gars. Faut pas tout. Mais bon, après, apparemment, ça joue sur. Et ça mérite des études approfondies. Il y a des fonds à développer, à mettre sur la table pour essayer de. Je pense que on n'a pas fini avant de tout modifier, d'aller dans la chimie pure. Il faut aussi, faut revenir à des ressources naturelles, environnementales, qui peut nous permettre, pas d'être éternel évidemment, c'est utopique, mais de bien vivre, et on peut bien vivre en mangeant, consommant mieux, en cueillant mieux aussi, et aussi peut-être, de toute façon, une plante tu vas sortir du sauvage, tu la mets dans ton jardin, si tu lui mets pas les conditions, notamment peut-être d'ombre, de hygrométrie, etc., tu mets pas les bonnes conditions au niveau du sol, si tu mets pas des bonnes pierres, tout importe. Donc, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Il faut vraiment étudier aussi la pédologie, c'est la pédologie, donc l'étude des sols, c'est important parce qu'il y a les minéraux, tout ça, et on sait que ça. L'agriculture aujourd'hui, elle fait le chemin inverse, elle redonne de l'agroécologie. Et puis, on pulvérise les sols, on a oublié les vers de terre, on a oublié tout ça, et on sait. On ramène du sauvage là où on a domestiqué. On stérilise les sols. Donc on est obligé de leur donner à bout, on est obligé de nourrir les sols pour faire pousser. C'est quand même fou, mais on est fou, on est dans un monde de fous. Non, mais c'est vrai que. Le fou, c'est pas tout. Les maraîchers aujourd'hui reprennent les principes de l'agroécologie, de l'agroforesterie, redonnent de la biodiversité, de la pérennité, de la durabilité, de la résilience dans les sols, justement en réensauvageant ce qu'on a domestiqué. Ouais. Et du coup. Pur. Et on retrouve du goût aussi. Plein de choses. C'est vrai que cette question-là, on se pose la question de la domestication par rapport au fait que, comme on l'a dit encore une fois, aujourd'hui on est nombreux, on est tellement plus nombreux qu'il y a quelques années, donc voilà, les conséquences sur l'environnement peuvent être dramatiques. Après, effectivement, c'est sûr que, même en faisant de la culture, il faudrait effectivement respecter cette question de terroir pour que, effectivement, la plante garde ses propriétés. Et encore une fois, on dit, c'est vrai qu'on ne va pas cultiver du thym en Provence ou dans le nord de la France, mais bon, il n'aura pas les mêmes propriétés.
c'est sûr voilà, que s'il vient, on va dire, de sa région d'origine, c'est effectivement quelque chose d'important. De toute façon, comme tu l'as très bien dit, les plantes, elles ne peuvent pas pousser n'importe où non plus, donc je doute qu'on puisse cultiver de l'arnica n'importe où, n'importe comment. Dans tous les cas, si on venait à devoir faire ces cultures, voilà, ce serait encore une fois dans son milieu. On peut pas, comment dire, s'approprier du sauvage. Tu vois, on peut pas. On ferme cette parcelle, elle est à tout le monde, mais on va la privatiser. Et puis ça sera une société qui va l'exploiter. Donc tu vois, c'est délicat. Il y a la réglementation aussi qu'il faudrait mettre en œuvre probablement, mais d'abord faire déjà plus d'études parce que ça manque cruellement d'études dans ce domaine-là pour savoir voilà, quel est vraiment notre impact, ce qu'on peut faire ou pas envisager pour essayer de réguler tout ça. Il y a des questions, mais je sens que les gens ne veulent pas poser de questions. Il y a des questions. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des endroits qui ont été prélevés, notamment à la commission du Mitra. Est-ce qu'il y a des cartographies pour savoir où prélever et en. C'est de la coutume, c'est du langage oral, c'est de la tradition orale, il faut se renseigner auprès au niveau des agents territoriaux. Mais il peut y avoir des épandages criminels, pas criminels, mais accidentels, tu vois, et sans le savoir. Et sinon, tu peux t'empoisonner sans le savoir parce que ça n'a pas été référencé. S'il y a un épandage, ils ont balancé dans la forêt, parce que souvent ça se fait, hein, des fois on contamine bien les rivières, on balance l'eau de javel dans les rivières, c'est tous les poissons qui vont crever. Donc, de l'acide sulfurique. Alors, le problème, non, il n'y a que du témoignage, c'est la tradition orale, c'est la transmission, et voir, voilà, il faut se renseigner auprès des autorités locales, des gens du milieu, du coin, pour... non, il n'y a pas d'études, Globalement, après, je pense que bon, de toute façon, le sol est plus ou moins globalement pollué partout. La question, je pense que ça va être par rapport au milieu aussi, ça va être le respect des propriétés privées, de l'environnement, si on est aussi dans une réserve naturelle, est-ce qu'on a le droit de cueillir ou pas. Par rapport à ce côté polluant, je pense qu'effectivement, la question se pose peut-être plus pour les champignons que pour les plantes. Il faut éviter classiquement le bord des routes, etc. Ouais, voilà. C'est tout bête, hein, mais bon, il y a des super champignons qui posent des morilles magnifiques qui posent sur le bord des routes, mais les anciennes voies mettez jamais ça dans une carte. Hein. Là, vous allez un bout de benzène, nickel. Ancienne voie ferrée aussi, mon Dieu, ça a été énormément traité. Voilà, si vous êtes à proximité d'un champ cultivé, effectivement, si vous ne savez pas si l'agriculteur traite ou pas, c'est un milieu que vous allez éviter aussi. Globalement, peut-être privilégier quand vous pouvez des espaces qui sont, on va dire, un peu excentrés. Déjà, je dirais, il peut y avoir des choses intéressantes, on va dire, dans les parcs urbains, mais si c'est trop près dans l'agglomération, peut-être des pots d'échappement, ce genre de choses, on va éviter de cueillir. Enfin, c'est plus des règles de bon sens qu'effectivement, il n'y a pas de cartographie, il n'y a rien. Donc, voilà. Et surtout, là, c'est voir un peu ce qui pousse, si c'est c'est que au niveau des espèces, si c'est 2-3 espèces qui poussent, si tu vois qu'il y a une difficulté, tu vois, de développement, s'il y a une richesse, tu vois, en montagne, la qualité de l'air en montagne, elle n'est pas démontrée, tu vois, c'est des jardins botaniques, et moi je m'éclate, hein, tous les ans je vais faire une petite rando, mais je suis comme un gamin, tu vois, comme je dis, j'ai des orgasmes visuels. Et les copains, chefs qui me donnent des orgasmes, c'est tellement un plaisir, tellement démesuré, parce que c'est des rencontres, des flashs, des trucs de fou. Moi je suis un gamin, je m'extasie devant une pâquerette. Alors, en montagne, il n'y a pas trop de pâquerettes, des orchidées, magnifique ton bouquin sur les orchidées d'ailleurs. Et après c'est personnel, mais je me dis, punaise, on a une chance inouïe d'avoir ce spectacle, comme j'ai dit, accessible et gratuit, mais punaise, profitons-en. Ça va pas durer. Ah non, c'est pas Mais à profitons-en. quelle dose en fait? Parce que si tout le monde part en montagne, va chercher Mais l'arnica. on n'est pas obligé de prélever, moi je vais en montagne, je ne vais pas prélever, hein. Je fais que de la photo en fait si tu veux. Je fais de l'apprentissage, je me nourris, je cueille visuellement, on peut cueillir avec les yeux, c'est très sensitif, tous les sens en éveil, tu peux froisser, tu as du serpolet, c'est génial, c'est une dinguerie, tu mets ta main dans ce thym sauvage. T'as l'impression, donc un petit rôti, tu vois, du dimanche, tu vois, c'est des flashs comme ça, mais c'est très sensitif, donc c'est les sens en éveil, le toucher, le goût, parce qu'on peut goûter quand tu as un peu l'expérience, parce qu'on peut tout mettre à la bouche, mais bon, encore une fois, il faut avoir, on n'est pas des testeurs, on a tout testé, donc si on met à la bouche, c'est qu'on sait ce qu'on met à la bouche, tu vois. On n'est pas en train de dire, tiens, je suis bizarre, ça ressemble à quoi. Non, on a analysé, on a identifié, et là on goûte. Hein.
faut vraiment pas prendre de risques. Je veux dire, c'est ridicule Ce que tu dis par rapport à ça, je pense que c'est. Enfin, si on n'a pas la fibre aussi dès le départ, c'est peut-être quelque chose qui vient avec la cueillette qu'on peut pratiquer comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que c'est une des dimensions qui est importante et intéressante dans la cueillette, et c'est une des raisons pour laquelle je pratique et que je. C'est ça, c'est viral, mais c'est aussi c'est important pour se reconnecter un petit peu à soi et puis surtout à son environnement en fait, de se rendre compte justement qu'on peut s'émerveiller de tas de choses comme ça qui sont simples, qu'on a sous les yeux quand les gens ils viennent me voir en stage et qu'ils ressortent et ils ont peur de marcher sur l'herbe, parce qu'ils me disent on marche sur la salade, ça je peux faire ça avec, ça je peux, enfin c'est des choses qui sont super intéressantes en fait à savoir, et ça aide aussi à peut-être à retrouver un peu notre place finalement dans l'environnement au milieu de tous ces éléments. Donc je pense que c'est déjà un des points fondamentaux aussi de la cueillette. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est la base. Il n'y a pas de mauvaise herbe aussi. Il n'y a pas de mauvaise herbe. C'est-à-dire que on dit mauvais parce qu'on ne les connaît pas. Voilà. Et ça peut être extrapolé sur l'humanité. Hein, on est des humanistes, c'est-à-dire on est des idéologistes, peut-être des idéalistes plutôt. Et tu parlais aussi, mais ton livre aussi sur les plantes, je suis là, je l'ai vu, mais c'est super bien. Sur les plantes des villes aussi, parce que dans les villes, il y a des plantes, dans toutes les villes, mais il y a des plantes de rue, il y a des trucs incroyables, qui est super bien. Sur la plante. Non, mais non, mais c'est pas grave. C'était celui-là. Ouais, les sauvages des rues, c'est génial. Donc, Des plantes sauvages des rues. C'est pas que dans les villes. Mais c'est le hasard, tu vois, de la dispersion des graines, tout ça, c'est aussi une science, c'est une étude par le vent, par les oiseaux, par soi-même, tu peux, en te baladant, disperser les graines. Donc tout ça, c'est très. Les insectes, tout ça, mais c'est. Il faut avoir la chance de rencontrer des. Comme je dis, dans la vie, il y a des mentors. Il y a des mentors. Il y a des moteurs, il y a des menteurs. Donc il faut trouver, il y en a 2 sur 3 à garder, tu vois. Mais c'est quand tu as des gens passionnés qui te transmettent les trucs, forcément le virus. Et je suis bien content parce que tu vois, Florent Laden, peut-être que quelques-uns vous connaissent ici, j'ai commencé avec lui à cueillir. Et au début, le mec, ouais, tu m'emmènes, mais je suis motivé, mais maintenant c'est un dingue de cueillir, mais c'est un maboule. Il adore sa forme et tout, mais maintenant c'est un fou. C'est un fou. Il adore ça, le virus, ça prend. Même s'il était déjà sensible à ça, mais il voulait approfondir, il voulait apprendre. Et maintenant, et Tom, c'est pareil, une fois que tu mets le pied à l'étrier, c'est parti. Sinon, pour revenir sur la question, ça pose la question quand même de la démocratisation. Et toi, tes livres sont aussi des livres qui tentent à démocratiser cette pratique. Quand même, comment ça s'articule avec cette préservation de l'environnement, sachant, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas vraiment de contrôle et de règles. Donc, comment toi tu vois les choses, sachant que enfin vous deux d'ailleurs, vous démocratisez cette pratique. Je vulgarise. J'aime bien dire vulgarise. Ok. Je suis vulgaire en fait. Je veux être vulgaire. En grossier mais vulgaire. Ouais. Je veux que ça touche le maximum de gens. Ouais, mais si ça touche le maximum de gens. Démocratiser, on est dans les faciles évidemment. Mais je veux la vulgariser, je veux que ça devienne un réflexe. Et c'est comme ça qu'on va. C'est pas on trie, on fait ce qu'on peut, mais je veux dire, c'est en sensibilisant. Voilà, il faut vraiment aller sur le terrain. Dès qu'on peut, on prend sa voiture ou son vélo, on va dans un environnement et on apprend, on s'imprègne et on se fait du bien aussi. Hein. La sylvothérapie, je fais pas de câlin aux arbres, je te rassure. Mais il y en a qui ça marche très bien, pareil. Mais ça canalise l'énergie et tout. Le rythme cardiaque baisse au bout de 10 minutes dans une forêt. Donc ça te fait du bien. C'est salvateur. Donc il faut que ça redevienne des réflexes. Et alors du coup, est-ce qu'on cueille pour consommer ou alors on cueille pour s'informer parce que moi j'ai un problème avec la masse, que ça investit tout le monde va en forêt, en montagne chercher les orties par exemple, les orties qui ont un taux parfait pour assimiler avec le fer, etc. C'est mieux que les gélules, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de domestiquer pour donner au plus grand nombre? Mais domestiquer et puis réétudier toutes ces ressources que choix, parce qu'on a fait trop d'apprentis sorciers finalement dans la culture. Mais revenir à des choses fondamentales et proposer peut-être, oui, des domestications. Alors, si on n'a pas de jardin, c'est compliqué, mais tu peux avoir des petits, comment on appelle ça, des pots, Des jardinières. Des jardinières, voilà. Bon, et effectivement, mais ça peut être un retour de cueillette, tu vois. Et puis après, tu le produis toi-même, et puis tu fais des tests, et puis après, tu sais que tu vas pas t'auto-suffire. Moi, je fais pas de camp de survie, tu vois. Je suis pas en disant, tiens, j'ai aucune obligation de résultat déjà. Ça, c'est important. C'est
quand je vais en cueillette, je n'ai aucune obligation. Donc pas de stress, zen. Alors, des fois je suis bredouille, mais c'est la différence entre un bon et un mauvais cueilleur ou un bon et un mauvais chasseur. C'est qu'un bon et un bon cueilleur et un bon chasseur, j'en connais plein des chasseurs, mais quand ils reviennent et qu'ils n'ont rien, ils sont contents parce qu'ils ont pris le temps, ils ont vu des animaux, ils n'ont pas tapé, ils n'ont pas fait un braconnage intensif. Et voilà. Et là, ça doit gérer. La chasse, c'est important parce qu'il faut canaliser aussi tous ces des sauvages. Donc, mais je ne suis pas chasseur, hein, mais voilà, c'est un art magistral. Mais encore une fois, comme tu disais, si tout le monde se met à la cueillette, puis de la, tu disais aussi de la pérennité, et puis mais on peut encore une fois les cueillir avec les jeunes, informer les enfants, sensibiliser, les éduquer, l'éducation. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose effectivement du nombre, comme je le disais tout à l'heure. Après, je pense que la question ne se pose pas de la même façon aussi pour toutes les plantes. Qu'effectivement, des plantes on va dire, rares et qui poussent déjà difficilement dans un biotope particulier comme l'arnica, effectivement, c'est, je pense, une plante qui pourrait potentiellement disparaître à forme de cueillette. Une plante comme l'ortie qui pousse partout en nombre, je doute Ça coûte rien. voilà, ça coûte rien. Je doute que malgré le nombre qu'on soit, parce que déjà tout le monde va pas non plus aller à la cueillette quand même, c'est utopique, je pense, de penser déjà à ça. Je pense c'est pas une plante qui va disparaître. Il y a des plantes hyper communes qu'on peut cueillir plus ou moins partout. Après, il y aurait la question aussi par rapport à l'artificialisation des sols. Si on voulait se diriger vers un mode de vie qui soit plus en accord comme ça, voilà, avec ses valeurs fondamentales, de la cueillette et tout ça, ce serait de dire quelle part on donne aussi par rapport à la cueillette et à l'agriculture, comment on le démocratise peut-être pour faire de la vente, une vente qui serait encadrée suite à des études peut-être pour voilà, faire attention, encore une fois, mais comment on rend la ressource accessible, et puis est-ce qu'on n'arrête pas justement d'artificialiser les sols pour laisser aussi la place à plus de sauvages dans nos vies, je veux dire de manière plus globale en fait, hein, pour que aussi cette cueillette soit pas moins dévastatrice. Comment on intègre ça aussi, parce que chez les agriculteurs, il y a un potentiel. Bon, s'ils ne faisaient pas, on va dire, de l'agriculture intensive, il y a un potentiel de développement des plantes sauvages sur tous les terrains agricoles qui pourraient être, pourquoi pas, encore une fois, exploiter. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. En fait, c'est vrai que c'est une question assez épineuse, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même important pour la pratique, comme tu disais, qui devient virale, pour se reconnecter, hein, comme je disais, à nous, à plein de choses de l'environnement, se rendre compte que l'environnement nous offre des choses de qualité. Pour moi, c'est une manière de sensibiliser, mais aussi beaucoup les jeunes, d'ailleurs pas que les jeunes, mais de se rendre compte que il y a ça, c'est super chouette, et puis cette plante, moi je vais l'utiliser, mais elle va servir à un autre. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur Terre, puisque l'homme a tendance à l'oublier quand même. Et donc il y a plein de dimensions super, pour moi, tellement importantes. L'alimentation aussi, qui fait que je pense que la cueillette doit vraiment d'une certaine façon être démocratisée. Après, c'est vrai que question à se poser, voilà, comment on encadre cette cueillette par rapport au nombre. Aujourd'hui, je pense que voilà, tout ne se vaut pas selon les plantes qui sont visées. Et après, c'est un problème de voilà, pas assez d'études qui sont faites pour le moment. On veut démocratiser la cueillette, mais je ne voudrais pas être à l'origine d'accidents, tu vois, en disant ouais, j'ai mes copains, tellement je suis parti, je me suis empoisonné, tu vois. Ouais, moi, je veux pas être tu vois. Non, mais encore une fois, il faut, il y a de l'apprentissage, il y a des associations locales. La Société mycologique du nord de la France, dont je fais partie, propose des cueillettes de champignons toute l'année, au nord de Paris, donc en France. Dans toutes les autres régions, vous avez des associations locales. Il y a des associations sur Paris qu'on connaît très bien, qui ont pignon sur rue, qui proposent des sorties, qui sont très bien. Et puis c'est un éveil aussi, c'est une sensibilisation. On ne va pas se nourrir, on ne va pas s'autosuffire dans le sauvage. Ça doit rester aussi une rêverie. Et puis voilà, peut-être aussi ça. C'est important de rêver aujourd'hui. On va terminer là-dessus. Merci.